Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Le podcast que vous êtes sur le point d'écouter est une captation de notre deuxième session du cycle de conférences sur les études postcoloniales depuis l'Amérique latine, intitulée La durabilité arborocentrique des communs forestiers au Quintana Roo, Mexique, tenu le 2 avril 2026 à l'ENS de Lyon. Ce cycle, mené par deux élèves de l'École normale supérieure de Lyon, Enrique Varillas Gaitán et moi-même Clément Pozzo, se veut une introduction aux recherches menées par de jeunes chercheuses et chercheurs sur l'Amérique latine. Il vise tout particulièrement à explorer les nouvelles voies critiques empruntées par le champ des études postcoloniales. Au-delà de la réflexion autour de la critique postcoloniale, ces conférences permettent de se pencher sur les nouveaux genres de production culturelle ainsi que de formes d'identité qui ont émergé en Amérique latine après les remises en question de cette tradition. Pour cette séance, animée par Gianluca Bellomo, étudiant lui aussi à l'ENS de Lyon, nous avons eu le plaisir d'écouter et d'interroger M. José María Becerril Aceves, politologue, anthropologue et ethnologue à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS, lequel nous proposera une immersion ethnographique enracinée dans les concepts des Macehual, un groupe autochtone des forêts tropicales du sud-est du Mexique qui parle le maya yucatec. Quelques semaines après ce cycle, nous avons reçu une excellente nouvelle. Notre laboratoire junior, nommé Postcol, ayant comme thème de recherche les études postcoloniales, a été officiellement créé. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, à partager ce podcast aux personnes que vous pensez intéressées et à nous contacter à l'adresse labo.junior.postcol, postcol, gmail.com, si vous voulez faire partie de l'aventure. Tout est en description. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Nous vous remercions beaucoup d'être venus pour cette deuxième session de ce cycle de conférences sur les études postcoloniales depuis l'Amérique latine. Nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui José María Becerril, qui va donner une présentation tout à fait intéressante. Et bon, je laisse la parole à Clément qui va vous remercier vite fait et après, la parole. Je remercie vite fait tout le monde encore une fois d'être ici. C'est vraiment, ça nous encourage le fait qu'il y ait à chaque fois bon, les mêmes personnes et aussi des nouvelles personnes qui viennent. Donc merci beaucoup. Et ben, on va laisser maintenant la parole à Gianluca qui est donc en M2 de philosophie et d'histoire de la pensée politique, c'est ça, et qui va présenter José María. C'est bon. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Mais merci surtout à Kike et à Clément pour m'avoir proposé d'animer cette séance et plus en particulier pour avoir créé cet espace de discussion qui est un espace de discussion théorique mais en même temps un espace politique. Et du coup, je pense que c'est particulièrement important comme initiative dans la mesure où elle permet d'ouvrir ici à l'ENS ce lieu de débat sur des questions liées à la décolonialité, à la postcolonialité, d'une perspective latino-américaine, ce qui faisait encore défaut et mérite d'être souligné. Et du coup, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous José María Becerril Aceves, qui est doctorant en anthropologie sociale et ethnologie à la HESS, membre de l'équipe anthropologie de la vie au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, sous la direction d'Opéric Pitrou et d'Olivier Leguin. Formé en sciences politiques à El Colegio de México, il a poursuivi un master en sciences sociales à Ulm et à l'EHESS avec un mémoire consacré à la gestion médico-légale des morts de masse à l'heure de la guerre contre le narcotrafic. Il a ensuite appris le maya yucatec à l'INALCO et mené 15 mois d'enquête de terrain auprès de la population maya dans la forêt du Quintana Roo, dans le sud-est du Mexique. Sa thèse examine la manière dont les politiques de foresterie durable déployées dans cette région ont transformé les relations quotidiennes des populations mayas avec les êtres vivants et spirituels de ces forêts. Et comment ces transformations écologiques s'articulent à des reconfigurations des subjectivités politiques ainsi que des rapports à l'économie, au travail, à la religion. Ces recherches s'inscrivent ainsi dans une anthropologie de la vulnérabilité,
du pouvoir et des sciences et techniques, avec un intérêt pour les politiques décoloniales, pour les formes d'organisation autonomes et les relations de soins au-delà du monde humain. Et pour conclure, je voudrais juste remarquer le fait que tu as récemment publié un article dans Statistique et Société qui porte sur les usages politiques des techniques de mesure du bois et qui est lié à la présentation que tu vas faire aujourd'hui. Et du coup, je te laisse la parole. Merci pour cet accueil très chaleureux. À Enrique pour l'invitation parce qu'on s'est rencontrés à Madrid. Donc, en tant que Mexicain, ça portait tout de suite la question de la colonialité, les rapports au pouvoir et surtout aux héritages que ce pouvoir il a laissé sur nos corps, sur nos pensées et sur les espaces qu'on habite. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, à Gianluca pour la présentation et aussi à Clément d'avoir monté toute cette initiative avec les autres camarades. Donc moi, juste, j'ai fait de l'anthropologie. Donc l'anthropologie en France, c'est pas forcément une discipline qui est très enseignée, dans le sens que la majorité des anthropologues les plus connus, Claude Lévi-Strauss et ensuite aujourd'hui Philippe Descola, c'était à la base des philosophes. Donc c'est une discipline qui, d'une certaine façon, apporte un regard décentré. Et je pense que c'est un regard décentré qui peut vous intéresser aujourd'hui parce que, au-delà des pensées, en fait, la colonisation et la décolonisation depuis une perspective latino-américaine, je propose quelque chose d'encore plus situé, dans le sens que je travaille depuis vraiment la perspective de mes interlocuteurs et de mes amis masségual. Donc, c'est une population des langues maya yucatèques. Et en tant qu'anthropologue, en fait, pour moi, les rapports à l'empiricité, à l'empirisme, passent pour prendre au sérieux leurs perspectives sur les mondes, sur les rapports qu'ils s'entretiennent au monde, et dans ces contextes précis, sur les contraintes techniques qui sont imposées par d'autres types des schémas relationnels, des perspectives ontologiques, etc. Donc, je voulais juste commencer par cette annoncé. Je sais qu'avec Natalia Gdelus, vous savez pas mal parler de qu'est-ce que c'est les théories décoloniales, postcoloniales. Il y a tout un tas de débats et c'est pour ça que moi, je ne vais pas forcément me centrer sur des questions théoriques, mais vraiment, j'aimerais vous introduire à mes données empiriques et à l'expérience, en fait, de l'ethnographie. Donc, l'activité de passer du temps avec les gens, poser des questions et surtout reformuler les questions qu'on avait au début de notre enquête. Et donc, je vais commencer, donc c'est pour ça que je vais commencer tout de suite avec une vignette ethnographique pour vraiment partir du terrain. Et c'est une vignette ethnographique enfin, c'est une scène de la vie quotidienne à laquelle j'ai pris part dans cet espace qui est une pépinière. Donc, une pépinière dans laquelle mes interlocuteurs masségual ont des plantes. Qu'est-ce que c'est un plant? Donc, un sémi qui est en train de germer, de se développer et qu'ils vont ensuite s'aimer dans leur champ des maïs. Et donc, ces plantes-là sont des plantes déjà distribuées par l'armée parce qu'en fait, elles font partie d'une politique de développement durable qui se prétend à la fois écologique et sociale. C'est une politique qui s'appelle Sembrando Vida, donc qui est déjà le nom est très évocateur puisque c'est s'aimer la vie ou c'est en train de s'aimer de la vie. Et, euh, et c'est une politique dans laquelle, en fait, les personnes qui participent, qui bénéficient, vont recevoir de l'argent tous les mois pour s'aimer de l'acajou, des cèdres, donc des espèces à haute valeur dans les marchés du bois, et aussi des arbres fruitiers pour pouvoir progressivement passer d'une agriculture d'ordre vivière, en fait, des subsistances, à une agroforesterie qui a une valeur commerciale. Mais en fait, l'histoire que je vais vous raconter, elle est beaucoup plus banale puisque j'assiste en fait la nuit
C'était en novembre 2021. Je venais de commencer mon terrain ethnographique dans un village qui s'appelle Pacal. Et donc, c'est un village maya masségual d'environ 800 personnes. Mais bon, l'ordre de grandeur au Mexique, c'est 800 personnes, c'est encore un village. Et donc, c'est la nuit et ma voisine qui s'appelle Doña Fatima, qui est une dame assez âgée, elle me demande si je peux aller à la pépinière apporter son repas, en fait, les dîners de son mari qu'il a oublié à la maison. Et donc, déjà, il faut expliquer où est cette pépinière. Elle est située à l'extérieur du village. Et en fait, pour les Masségual, pour les Mayas Masségual, les villages, c'est l'espace socialisé de la forêt. Et donc, c'est l'espace sûr. L'espace forestier, il est délimité par des portes qui sont des miniatures des portes qu'on pourrait voir dans les anciennes cités médiévales. C'est des miniatures de ces portes-là qui abritent les esprits gardiens de la forêt. Et donc, une personne ne doit pas traverser cet espace, cette porte, cette seuil, sans être protégée. Et surtout, les femmes, c'est quand même très risqué qu'elles aillent au-delà de ces portes-là, parce que la forêt, c'est un espace froide. Donc là-bas, la compréhension du monde, elle passe beaucoup par les températures, qui ne sont pas les températures ressenties, mais les températures ontologiques des choses en elles-mêmes. Et donc, elle ne peut pas y aller, lui apporter son repas. Elle me demande si moi, je peux le faire pour elle. Et donc, j'y vais. Et on est en train de manger avec Don Reinaldo. Et moi, j'allais très souvent dans cet espace parce que c'est un espace très récent. En fait, la politique de Sembrando Vida dont on est en train de parler, c'est un programme qui a été mis en place par les présidents passés, donc de 2018 à 2024, et qui était présenté comme un programme très innovateur à la fois par ses promoteurs et à la fois par ses critiques. Les promoteurs, ils disaient que c'était très innovant parce que ça allait permettre de reforester, et les critiques annonçaient qu'au contraire, on était en train de défricher pour participer à ces programmes. Donc il y avait tout un tas de controverses. Et moi, j'avais pris intérêt à observer comment les gens s'organisaient dans cette pépinière pour prendre soin des plantes et ensuite les s'aimer dans leur champ. Donc, je connaissais les schémas, mais en fait, une fois que j'arrive et qu'on est en train de manger, il me dit, Don Reinaldo, d'observer attentivement la forêt qui est autour de nous. Parce qu'en fait, on peut voir que l'espace de la pépinière, là, on voit les puits de la pépinière et aussi un espace dans lequel on produit des engrais agroécologiques. Et en fait, moi, au début, je pensais que tout ça, c'était de la forêt. Il me dit, en fait, si tu regardes attentivement, tu vas voir que les sabres, il n'y a qu'une seule espèce, c'est l'acajou, c'est celui qu'on voit là. Et en fait, on les voit qu'ils sont alignés les uns derrière les autres. Et donc, il m'explique l'histoire de cet espace. Il me dit, en fait, quand moi j'étais jeune, au tout début des années 80, l'État central de Mexico est venu avec un programme qui s'appelle Coplamar. Donc, c'est des sigles pour un programme qui était en fait une commission, j'ai oublié les noms exactement, mais c'est une commission pour le développement des populations pas développées. Et donc, en fait, on donnait de l'argent à tout l'ensemble de la population, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants, pour qu'ils aillent s'aimer dans une plantation. En fait, c'est une plantation qu'ils aillent s'aimer de l'acajou pour qu'elle puisse grandir, pour que cet arbre puisse grandir et qu'ensuite ils puissent les vendre. Et donc, que ça fonctionne comme une forme d'enrichissement de la forêt. Enrichissement, bien évidemment, rationalisé, puisqu'il y a qu'une seule essence qui est censée grandir à un rythme précis, fixé par les ingénieurs. Donc, ce n'était pas la population en elle-même qui décidait comment s'aimer, à quelle distance s'aimer un arbre de l'autre, etc. Mais ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'il me dit, et pourtant, les arbres qu'on a sémés dans les années 80, donc il y a 40 ans, ils ne sont pas grandis. En fait, et vous pouvez les voir dans la photo, ils sont grandis vers les hauts, mais ils ne sont pas augmentés leur diamètre. Hélas, pour couper des arbres au Mexique, légalement, il faut quand même attendre que l'arbre atteigne un diamètre, dans le cas de l'acajou, c'est des 55 cm. Donc en fait, Don Reinaldo, il me disait, c'est que ce qu'on ne comprend pas, c'est en fait pourquoi
on a fait tous ces travaux si, en fait, on n'arrive pas du tout à vendre ces sabres-là. Ça va probablement être nos fils ou nos petits-fils qui vont bénéficier de cet héritage, este patrimonio. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'empreintes de l'espagnol quand on parle des projets agroforestiers. Et donc, en fait, pour moi, cette vignette ethnographique, elle m'était... déjà, j'ai découvert quelque chose puisque je ne savais pas que cette forêt était en vérité une plantation. Et aussi, elle met en lumière les types de milieux que les politiques, milieux, pour ne pas dire environnement, milieu dans le sens d'un lieu dans lequel on est dedans, on n'est pas détaché. Donc, les types de milieux que l'agroforesterie est en train de créer depuis 40 ans dans cette région du Mexique. Donc, il faut aussi comprendre quelle est la région sur laquelle on est en train de parler. En fait, les Quintana Roo, c'est une région frontalière, c'est une région tropicale, une région qui abrite une grande forêt continue jusqu'au Belize et au Guatemala, puisque c'est une région qui a été très peu investie par les grandes plantations de canne à sucre et puis de la fibre d'agave qu'on appelle Enequén, mais en français on appelle sisal. C'est le nom du port duquel on exportait cette agave. Et donc, en fait, cet espace forestier, il a été épargné de l'économie des plantations qui avait eu lieu dans la péninsule de Yucatan, au sud-est du Mexique, tout au long du 19e et du début du 20e siècle. Et donc, dans la mentalité des autorités politiques, des intellectuels de la région, c'était ce qu'on pourrait appeler une zone frontière, une wilderness en anglais, une frontière des ressources, un espace du pas encore, c'est le terme des Anatsing, les pas encore, c'est-à-dire pas encore développés, pas encore organisés, pas encore exploités. Et donc un espace qui, depuis la chute de la canne à sucre, à la fin du 19e, début du 20e, devient aussi un lieu de convoitise pour ses ressources naturelles. Or, ce n'est pas les pétroles comme dans d'autres espaces du Mexique, c'est surtout la forêt, mais la forêt comprise en tant que matière première. Donc là, on voit par exemple une carte où on voit que c'est les premières cartographies qu'on commence à faire dans les années 1930, où on va cibler cet espace pour l'acajou, les cèdres et les latex du sapotillier, donc la matière première pour fabriquer la gomme à mâcher. Donc une grande économie caribéenne en fait. C'est le Mexique en effet, mais moi j'ai l'impression qu'on peut mieux les comprendre comme un espace des Caraïbes, un espace qui fonctionne euh, autour de l'extraction des ressources naturelles et de leur acheminement vers les États-Unis en passant par Cuba. On a aussi des populations autochtones, mais également on a des populations afro-descendantes. Donc pour moi, c'est un espace des Caraïbes, les Quintana Roo. Et depuis les années 1980, en fait, il y a une innovation d'ordre scientifique qui est celle qui fait démarrer cette histoire. En fait, c'est la mise en place d'un projet des foresteries communautaires. Donc, quand on parle des foresteries communautaires ou de tout type d'exploitation communautaire des ressources naturelles, on est vraiment dans une idéologie qui est très proche de celle du prix Nobel de l'économie Elinor Ostrom, qui s'est posé la question de comment prendre soin des communs, que ce soit les rivières. Donc les exemples paradigmatiques des Ostrom, c'était les rivières et les forêts. Donc des espaces où il n'y a pas une propriété foncière privative. Et donc où ce qu'on appelle la tragédie des communs voudrait faire croire que l'exploitation de tous les acteurs va progressivement amener vers l'épuisement de cette ressource. Et en fait, Ostrom inaugure une ligne de pensée qui est celle de la gestion communautaire des ressources, où si l'on établit des règles et que l'on implique les populations qui habitent sur place et que l'on crée des incitations à travers la marchandisation de cet espace, mais une marchandisation contrôlée, on va pouvoir transformer cette tragédie des communs en une sorte de bonanza des richesses partagées. Des richesses partagées qui, évidemment, va aussi maintenir la forêt ou la ressource en question pour les générations à venir. Et donc,
Dans cette question de rapport, si on peut penser à la question postcoloniale, en fait, il faut aussi comprendre que c'est un projet qui est mené par des ingénieurs allemands de l'Allemagne de l'Ouest, qui étaient très impliqués dans les développements techniques des tropiques, aussi en lien avec la guerre froide, puisque l'Allemagne de l'Est était aussi très engagée avec certains pays socialistes de l'Afrique. Donc, l'Allemagne de l'Ouest a aussi investi pas mal d'espace dans celui-là pour mettre en place un système du coup où on allait apprendre aux habitants, aux Masségoal, on allait leur apprendre la valeur des sabres. Comment on allait faire ça? On allait leur apprendre à couper, donc à calculer les volumes de bois dont a parlé Gianluca, pour qu'on puisse traduire ce qu'on appellerait l'arbre réel, donc l'arbre que les Masségoal rencontrent, on puisse les traduire en un arbre abstrait. Donc un arbre qui a une valeur dans son marché qui n'est pas forcément là, mais qu'on puisse quand même faire ce processus de traduction. Donc on leur a appris à couper, on leur a appris à fabriquer des planches, on leur a donné de l'argent pour avoir leur propre scierie, on leur a appris aussi à faire des inventaires forestiers. Mais en fait, l'argent public s'est arrêté très rapidement, puisque l'argent allemand s'est arrêté à la fin des années 80. Les Mexiques entament aussi une transition néolibérale où on maintient quand même la logique de la foresterie communautaire, mais en fait qui n'est plus soutenue. Et donc les communautés doivent devenir des entrepreneurs qui obtiennent des financements, etc. Mais ça n'a jamais marché. Et donc ces espaces-là que mes interlocuteurs habitent, ils sont remplis de ruines d'une certaine façon. Par exemple, la scierie, elle est en ruine. Plus personne l'utilise et on parle que les machines ont été volées et donc que les machines ont fait la richesse d'un entrepreneur privé. La plantation, elle est aussi en ruine dans le sens que les richesses qu'on nous avait promis, bah, elles ne sont pas abouties. Or, ce qui est intéressant de l'anthropologie contemporaine et surtout d'un courant de l'anthropologie qui est très influencé par les nouveaux matérialismes ou ce qu'on appellerait en anglais les object-oriented theory, etc. Mais en gros, l'anthropologie contemporaine, pour le dire rapidement, elle se pose la question des effets que la matérialité a sur nos vies, que ce soit d'un point de vue donc d'interaction ou même subjectif. Et donc, si on essaye de regarder ces ruines à travers ces principes anthropologiques, on va se rendre compte que ces ruines-là, certes, elles sont non utilisées, elles sont peut-être abandonnées, mais elles sont quand même très pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à chaque fois qu'on va passer en face de la scierie communautaire qui est désormais abandonnée, on va me raconter l'histoire de pourquoi ça n'a pas marché. Quand on sera à la plantation dont je vous ai parlé au début, on va aussi me raconter pourquoi, les questions qu'on se pose, etc. Donc, en fait, ces ruines sont des espaces d'une grande production narrative où on se pose la question aussi de notre rapport à la forêt, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a mal fait. Et on se pose aussi la question du rapport à l'État. Pourquoi les promesses de l'État n'ont pas abouti? Est-ce qu'on a bien fait de travailler? Est-ce on n'aurait pas mieux fait de faire autre chose? Et notamment cette question de si on n'aurait pas mieux fait de faire autre chose. Je ne sais pas si je suis en train de bien le dire en français, mais elle se pose vraiment en lien avec la pépinière parce que Don Reinaldo, quand il me raconte du coup que les sabres n'ont pas poussé suffisamment, il me dit en fait, il m'explique l'histoire de cet espace et il me dit en fait quand les ingénieurs sont arrivés pour créer cette plantation, elle était une forêt qu'on utilisait dans l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc l'agriculture itinérante sur brûlis, c'est les modes de relations hégémoniques traditionnels, on va dire, que les Masségoal ont avec la forêt. On l'appelle milpa dans d'autres régions du Mexique, mais sur mon terrain, en maya, on l'appelle col. Col, c'est un verbe qui veut dire défricher. Donc en fait, c'est une agriculture qui est basée sur l'effet de défricher la forêt, la brûler. Il y a des explications géologiques au fait de brûler, parce qu'en fait, les couches karstiques sont très minces, du coup, ça permet de produire du charbon végétal et donc de la fertiliser. Donc on va défricher, puis on va brûler, puis on va s'aimer, et puis on va laisser en jachère. Et laisser en jachère va permettre que les forêts grandissent, les sabres grandissent à nouveau, et qu'on puisse répéter ces cycles-là 10 ans, 15 ans après. En fait, quand vous ou moi, on débarque dans une forêt masségoal, on va voir de la forêt, mais en fait, on va pas voir que c'est une forêt qui est en repos, et qu'en fait, c'est pas une forêt, mais c'est une mosaïque
des espaces laissés en friche, des plantations, des espaces conservés, des espaces travaillés. Mais les Masegual, eux, ils ont une notion, une histoire incorporée de ces itérations, de ces cycles-là. Et donc, Don Reinaldo, il me dit, en fait, cet espace-là, il était très fertile. L'homme qui l'exploitait, il arrivait même à nourrir ses voisins qui venaient l'aider au moment de la récolte, puisqu'il arrivait à remplir les greniers énormément du maïs qu'il s'aimait. Est-ce qu'on n'aurait pas fait mieux de les maintenir comme un espace agricole plutôt que de les transformer en une plantation qui deviendra progressivement en ruine? Il faut aussi comprendre que ces politiques qui ont lancé la sylviculture communautaire ont fermé, c'est le terme de mes interlocuteurs, Kaalan, donc qui ont laissé la forêt fermée, c'est les passifs fermés par quelqu'un. Ils ont fermé la forêt puisque 80% du territoire n'est plus accessible à l'agriculture itinérante sur brûlis, qui est considérée donc comme une menace pour les patrimoines forestiers qu'on va ensuite vendre et qu'on va laisser grandir progressivement jusqu'à ce que ça atteigne les diamètres dont je vous ai parlé pour pouvoir les couper. Donc là, c'est une carte où on peut voir en fait, à gauche, on voit tout l'espace qui est en différents genre avec des carrés, c'est l'espace où on ne peut plus faire l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc en fait, c'est vraiment 80% du territoire de cette communauté villageoise en particulier, mais ça se répète un peu partout. Et donc, ce qui est très important pour moi de vous dire, c'est qu'en fait, la agriculture itinérante sur brûlis, l'école dont je vous ai parlé, basée sur la cyclicité du travail, est en fait un facteur de l'identité masséguale qui est central. Masségual, c'est pas un terme maya, c'est un terme nahuatl, donc d'une autre origine géographique, mais que les Espagnols ont utilisé à l'époque de la conquête pour désigner les classes laborieuses de l'ordre social colonial. Et en fait, les Masségual ont récupéré ces termes-là dans le 19e siècle, après l'indépendance, et ont récupéré ces termes-là pour se nommer soi-même. Et quand je demande, plutôt que Maya, eux, ils ne se reconnaissent pas comme Maya. Quand je leur demande pourquoi ils s'appellent Masségual, ils vont m'expliquer pas qu'est-ce que c'est Masségual, mais qu'est-ce que c'est d'être Masségual. Et être Masségual, c'est une pratique, une activité. Donc, ils m'expliquent en fait, un Masségual, c'est la personne qui sait utiliser une machette pour défricher la forêt. Un Masségual, c'est une personne qui sait préparer les maïs pour faire des tortillas. Donc, l'activité liée à l'agriculture itinérante sur brûlis et sa culture matérielle, donc les machettes, les paniers pour faire la récolte, les foyers pour cuisiner la tortilla, sont en fait les marqueurs de l'identité masséguale. C'est une pratique qui est centrale, que ce soit d'ordre métabolique, mais aussi d'ordre culturel. Donc métabolique dans le sens que ça permet de nourrir. Et donc, en fait, cette longue introduction me permet de vous amener le cœur de la question que j'aimerais connecter avec la question de la post-colonie. En fait, la technique, en tout cas en anthropologie, je vous ai parlé de pas mal de techniques, en fait, l'effet de s'aimer, de planter, de défricher la forêt, de la brûler. Et en fait, je suis en train d'inscrire les réflexions dans un champ plus large de l'anthropologie, c'est l'anthropologie des techniques, qui est un champ disciplinaire vraiment francophone, issu des travaux de Marcel Mauss, donc les techniques du corps en 1934, où Marcel Mauss il définit la technique vis-à-vis de la technologie. En anthropologie, on aime bien, en fait, plutôt que d'utiliser les termes occidentaux, on aime bien utiliser les termes autochtones ou bien construire des termes analytiques qui permettent de mobiliser les deux à la fois. Donc, en fait, pour l'anthropologie des techniques, la technologie, c'est un phénomène occidental. Ça, pour les personnes qui aiment la philosophie, il y a tout un tas de réflexions à partir de Heidegger, Stigler, etc. En fait, la technologie, elle est basée sur l'idée qu'il y a un stock matériel qui est extérieur à nous et qu'on peut exploiter de façon la plus efficiente possible. J'ai dit efficiente parce que Moss, il définit la technique comme un acte qui est traditionnel et efficace. Qu'est-ce que ça veut dire traditionnel? C'est très simple, ça veut dire que c'est appris.
que c'est transmis. Et donc, que la façon de marcher dans une communauté ne va pas être la même façon de marcher dans une autre, puisqu'on n'apprend pas de la même façon, même si on a les mêmes corps. La façon de manger ne va pas être la même, même si on a les mêmes mains. Et même la façon de manger ne va pas être la même, même si on mange la même chose. Donc, en fait, elle est traditionnelle puisqu'elle est liée à la culture et à l'histoire, et pas uniquement à la matérialité des choses et à la matérialité du corps. Mais c'est aussi efficace puisque elle permet d'atteindre un but. Mais ce qui est important de considérer, c'est que pour moi, efficace, c'est un jugement culturellement situé. C'est-à-dire, c'est pas efficace dans le sens d'utiliser le moins d'énergie possible pour arriver le plus vite possible, mais c'est efficace dans le sens que c'est bien fait. Donc, qu'il y a des règles esthétiques, politiques, morales, qui vont être prises en compte dans la définition de l'acte technique. Et donc, en fait, la question que je me posais tout simplement à partir de cette cadre conceptuel, c'est de penser si les Masségual, bien qu'ils soient un peuple forestier qui fait de l'agriculture itinérante sur brûlis, je me posais la question, est-ce que les Masségual plantent? Est-ce qu'ils envisagent l'action technique de planter? De la même façon que les ingénieurs forestiers recommandent de planter des sabres d'acajou, des sabres fruitières, etc. Et donc, ce qui est clair, c'est que les Masségual utilisent des sabres. En fait, les Masségual, ils vont construire leur maison avec des sabres qu'ils vont récupérer de la forêt. Les Masségual, ils vont se soigner même avec certaines feuilles de sabre. Les Masségual, ils vont même préférer certains sabres plutôt que d'autres pour épier les gibiers, parce que c'est des sabres que les gibiers aiment pour venir manger ou parce que c'est des sabres qui permettent de placer un hamac, se poser et chasser la nuit. Et donc, les Masségual, en fait, ont une connaissance fine des sabres dont ils ont besoin, aussi pour les bois des chauffes. Et ça, on les prend depuis très jeunes. C'est les enfants et les adolescents qui vont à la lisière de la forêt, puis qui vont dans les champs laissés en jachère pour récolter les bois. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, même s'ils savent les bois dont ils ont besoin, ils sèment jamais ces bois-là, ils les plantent jamais. Même les piments, on ne les plante pas, en fait. Ce que les Masségual font, mais dans un savoir qui est incorporé, c'est qu'en fait, quand ils ont fait leur champ de maïs, quand ils font leur champ de maïs, ils vont laisser certains arbres en place, ils ne vont pas les abattre et ils ne vont pas les brûler. Par des actions techniques très simples, on va libérer en fait un espace autour et ça permet que les feux, l'incendie, ils puissent brûler tout ce qui est autour, mais pas forcément l'arbre en question. Donc, au début de chaque saison de défrichage, ils vont abattre la majorité des arbres, mais ils vont laisser certains en place. Mais j'ai envie que vous compreniez que ce n'est pas uniquement un raisonnement utilitaire, mais que dans cet acte technique, dans le fait de protéger l'arbre, il y a aussi des considérations esthétiques et morales. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut aussi laisser un arbre, on peut laisser aussi un arbre, épargner un arbre qu'on a vu qu'il est troué. Et donc, on s'est dit qu'il y aura un oiseau qui va faire son nid et qu'on va pouvoir les récupérer, les amener à la maison pour qu'ils puissent chanter et que ça fasse plaisir à la famille. On va aussi laisser des arbres en place qui nous permettent d'avoir de l'ombre pour se ressourcer au moment du travail. Et même certains arbres dont la charge ontologique elle est fraîche, elle est froide, pour se reposer davantage. Et donc, si les Masségual ils plantent pas des sabres, mais qu'ils les laissent sur place, ça leur permet ensuite de pouvoir aller les récupérer, de pouvoir aller les récolter. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'acte de les laisser sur place ne partage pas la même temporalité que de l'acte de les récolter. En fait, souvent, on va y aller récolter des sabres, récolter du bois des chauffe dans un espace qui a été laissé en jachère pendant 20 ans, 30 ans. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle une délégation de la agentivité. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Ah, c'est mon ancêtre qui l'a laissé en place ». En fait, l'arbre, il est là, tout simplement. Mais cette délégation de l'agentivité, qui est vraiment très propre à la pensée masséguale, en fait, elle permet aussi d'effacer l'acteur humain et de mettre l'accent sur les acteurs non humains qui participent de nos projets, qui participent de nos projets agricoles ou de nos projets forestiers, mais j'utilise l'essence des forestiers, pas d'un point de vue scientifique, mais dans celui de récolter les arbres dont on a besoin. Et il me semble que
ayant vu que les Masségual ne plantent pas, mais plutôt, en fait, ils récoltent ce que des générations précédentes ont sémé, on peut aussi comprendre plus largement la perspective ontologique ou la perspective cosmologique qu'ils sont de leur activité vis-à-vis de la forêt. Quand on parle avec les Masségual, en fait, sur la question de s'aimer et de développer leur milpa, on comprend assez rapidement qu'en fait, c'est pas eux qui font la milpa, que c'est pas eux qui font les champs des maïs, mais que c'est plutôt une activité collective. Pourquoi j'ai dit une activité collective? Parce qu'en fait, il y a tout un tas d'activités qu'on a besoin de faire qui sont autour l'effet de défricher et d'essaimer, débrûler, mais qui permettent à l'action d'avoir du succès, donc d'être efficace dans les termes d'Emos. Ces actions-là, par exemple, ça peut être organiser les festivités rituelles en honneur de Saint Jean-Baptiste, comme dans la photo de droite. Saint Juan Bautista, c'est le 24 juin. Les Masségual, ils savent que le 24 juin, c'est le début de la pluie. Et du coup, dans une activité rituelle projective dans le sens qu'ils vont projeter les résultats qu'ils souhaitent obtenir, ils vont faire tout un tas de rituels dont l'objectif est d'apporter de l'eau aux esprits gardiens de la forêt qui vont ensuite utiliser cette eau-là pour pouvoir faire pleuvoir. Les Masségual, ils savent aussi, en fait, qu'il faut s'aimer 3 graines ou 4 plutôt qu'un seul, parce qu'il faut aussi permettre que les animaux qui habitent dans la forêt puissent venir manger, mais qu'ils ne mangent pas quand même par gourmandise l'ensemble de notre projet agricole. Ils savent également qu'il faut par exemple chercher ce qu'on appelle des moules. Les moules, c'est des vestiges qu'on pourrait appeler archéologiques. En fait, c'est des vestiges en pierre taillée qui sont recouverts par la végétation, mais c'est les maisons aussi des esprits gardiens de la forêt et c'est les sites dans lesquels la forêt est la plus fertile. Parce que déjà, il y a l'activité de ces esprits, mais il y a aussi les témoignages d'un usage précédent de ces mêmes espaces-là. Donc, en fait, ils savent que les humanités antérieures ont aussi fait, leur agriculture sur cet espace-là. Donc, l'agriculture itinérante sur Brûlis, l'école, c'est un projet de socialisation, d'intégration de ces forces non humaines qui sont également soit en train de déranger les projets et qu'il faut donc pouvoir les incorporer comme les animaux qui vont venir manger, soit qui sont incontournables pour la réussite du projet. Et ça, c'est un fait anthropologique qu'on constate dans d'autres types de sociétés, où en fait, ce n'est pas le travail qui compte, mais c'est la possibilité d'établir un terrain d'entente avec d'autres agentivités qui peuplent les mêmes espaces. Et c'est pour ça quand on demande aux Masségual, qu'est-ce que tu fais pour que les maïs grandissent, par exemple, ils disent rien. En fait, je les laisse juste sur place. Là, j'ai un côté un peu linguistique. Aussi, je vous disais au début qu'en fait, j'étais en train d'ancrer mes réflexions, pas forcément dans une approche latino-américaniste ou même hispaniste, mais vraiment, j'essaie de penser depuis les termes autochtones des Masségual. Donc, je trouve que cet entretien que j'ai fait avec une dame qui s'appelle Doña Elena, Ishma Elena, est assez illustratif. Donc, je vais la lire en entière. En fait, j'étais en train de parler avec Ishma Elena, ça c'était en novembre 2024. C'était un moment où l'agriculture marchait pas très bien. En fait, il y avait tout un tas de facteurs il y avait eu de la pluie chaude. Donc, c'est une pluie qui vient de la mer et qui, du coup, est salée et qui peut tuer les cultures. Il y avait une grande présence des animaux comme des sangliers, des blaireaux et d'autres types d'animaux qui avaient mangé les graines de maïs et qui avaient mangé aussi les pieds des maïs avant qu'ils soient prêts pour être récoltés. Et un grand nombre d'hommes avaient quitté les villages de façon temporelle pour aller travailler dans les villes, ou bien pour se consacrer uniquement à la sylviculture, à l'extraction des bois, à l'extraction commerciale des bois. Et donc, j'ai parlé, je m'allais sur ces souvenirs de ces villages. On a fait ce qu'on pourrait appeler un récit des vies. Et Jmelena, il a commencé à me raconter, en fait,
qu'à l'époque où elle était jeune, qu'elle était enfant, qu'elle venait d'arriver à cet espace-là. En fait, les villages là-bas sont assez récents parce que sont les produits précisément de l'agriculture itinérante sur brûlis, dans le sens que les personnes s'installent progressivement dans les espaces où ils développent leur ferme, mais ils changent d'année en année, ou chaque 15 ans, chaque 20 ans. Et donc, il me raconte que quand ils sont arrivés dans cette région dans les années 40, tout poussait de façon prolifique. En fait, il y avait une grande abondance de cultures. Donc, il me dit, je demande à mes enfants pourquoi ils passent autant de temps à couper du bois pour les vendre. Je leur dis que quand leur feu père vivait, on n'avait pas besoin d'argent parce qu'on obtenait tout ce qu'on voulait du champ de maïs. Mais mes enfants me disent qu'aujourd'hui, chaque fois qu'ils essayent de s'aimer, ils passent énormément de temps à défricher la forêt. Et puis, dès qu'il y a une inondation, tous les grands qu'ils sont sémés meurent d'un coup. C'est pour ça qu'ils se sont découragés et qu'ils préfèrent faire d'autres travaux pour gagner de l'argent. Je ne sais pas pourquoi l'agriculture ne produit plus rien aujourd'hui, alors qu'à l'époque de mon père, quand on venait d'arriver ici, les maïs étaient tellement abondants qu'on pouvait nourrir beaucoup de cochons et les échanger avec les mouletiers contre des machettes, des casséroles et des bougies. Quelque chose finissait toujours par pousser sans que tu aies besoin de faire autre chose que de les mettre en terre. Donc là, j'essaye. Le français, il est un peu bizarre aussi parfois parce que j'essaie de me rapprocher des éléments linguistiques du maya. Donc en maya, elle disait Janujan Talbal, Chenutsaik Telumo. C'est parce que mon père était un vrai catholique, il participait toutes les semaines à la fête du village. Il savait faire ses prières et apporter la boisson sacrée dans les champs pour l'offrir avant de brûler, et aussi avant de récolter les fruits. Avant de manger quoi que ce soit, il allait aussi prier. Je dirais que c'est tout cela qui faisait pousser plein de choses dans les champs de mon fou père. Donc il dit Lela betik hashkuyantaba ichko uchi. Mais aujourd'hui, mes enfants ont oublié toutes les prières et ne participent plus aux fêtes. Même avant de partir chasser, mon père offrait une soupe pour pouvoir trouver du gibier, parce qu'il disait que tout a un maître. Cela lui permettait chaque fois qu'il sortait de ramener quelque chose à la maison. Et donc, comme je disais, j'enregistrais ces paroles au moment où on pouvait sentir une atmosphère affective très chargée d'une nostalgie écologique. En fait, les gens à chaque fois me parlaient de avant, on avait des récoltes abondantes, avant, on pouvait travailler plus longtemps, avant, les sommes maîtrisaient les arts rituels pour faire pousser les maïs, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans les paroles d'Ishmael Ena, en fait, toute cette réussite du projet agricole, elle n'est pas du tout expliquée par les actions des humains, mais par les actions vis-à-vis des plantes, mais par les actions que les humains réalisent vis-à-vis des esprits gardiens de la forêt, de ce que Marshall Saline s'appelle des métapersones, donc des personnes cosmiques qui ont la capacité de contrôler les processus biologiques et les pouvoirs des billes. Et en fait, dans la phrase, il ne parle pas explicitement d'esprits gardiens de la forêt, parce qu'il faut aussi savoir que les esprits gardiens de la forêt, c'est des entités qui sont très puissantes. Donc en fait, on a tout un tas de stratégies linguistiques qui passent par l'ellipse ou par la voix passive, qui permettent de les nommer. Mais il les nomme quand même à un moment de notre conversation. À un moment, elle dit, mon père disait que tout a un maître. Donc là, il y a aussi une stratégie de mise à distance, parce qu'en fait, c'est un discours rapporté. C'est une mise à distance pour aussi parler de l'existence d'esprits gardiens de la forêt, comme si ça faisait partie de l'ordre du traditionnel, de l'ordre du dit, du culturel. Mais en fait, c'est aussi une stratégie pour vraiment pas s'attirer les risques de parler ouvertement de ces formes de puissance, de ces formes de forces cosmiques. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a une délégation de l'agentivité, une délégation qui passe d'effacer l'humain pour mettre l'accent sur les non-humains, mais il y a aussi une hiérarchisation de l'agentivité. Parce qu'en fait, ces non-humains, ils sont placés à un autre niveau que nous. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est en fait essayer de créer par les rituels et les respects qu'on montre à l'égard de ces personnes-là, de ces métapersones-là, on peut essayer de les demander, de leur demander d'établir un terrain d'entente avec nous, de coopérer avec nous, d'écouter ce qu'on veut faire vis-à-vis du maïs, mais pas forcément que nous on fasse directement envers les maïs. Et donc il y a 12 éléments linguistiques que bon, vous êtes un étudiant hispanique, mais ça peut être intéressant. Donc elle dit Janujanta bal, chenutz aiklelumo.
Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise l'adverbe yan, qui permet de marquer les futurs en maya yucatec. Donc, yan, le premier yan qui apparaît, c'est un adverbe qu'on peut appeler diontique, en fait, donc lié à la déontologie. Donc, en fait, c'est un adverbe qu'on utilise pour un futur sûr et certain. En fait, il n'y a pas de doute sur l'effet que cette séquence d'actions va amener à une conséquence particulière. Et euh, donc c'est une action typique. On est vraiment en train de parler de la technique, comme j'ai parlé tout à l'heure, traditionnelle et efficace. En fait, les yan nous permet de dire, puisqu'on est en train de faire les prières, les choses vont avoir lieu quoi qu'il arrive. Et ensuite, elle utilise les verbes yan, qui est un existentiel, mais qui en fait est utilisé vraiment pour dire que c'est la plante qui va se faire exister. En fait, elle va exister d'elle-même, d'une certaine façon. Kuyanta Bal. Donc, Bal, c'est chose, la plante dont elle parle, et Kuyantal, en fait, c'est à à la troisième personne. Donc, on est vraiment en train de parler de la plante qui s'est fait exister. Euh, Et ensuite, il y a une autre phrase que j'ai gardée en maya qui dit Lela betik hash kuyanta ba ichkolintata. Donc, à nouveau, il y a cette idée de kuyanta bal, des choses qui se font exister. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est les Lela betik. Betik, c'est faire, euh, mais avec un suffixe transitif, donc avec un objet direct. Les ika, ça marque l'objet direct. Et Lela, c'est quelque chose de très maya. En fait, c'est ce qu'on appelle un deiktik, donc qui nous permet de montrer la relation pragmatique que le langage construit avec le monde. Et l'el fonctionne comme un pronom démonstratif. Donc un pronom démonstratif qui est en train de mentionner tout ce qu'elle a mentionné auparavant. Donc les prières, les faits d'allumer un bougie, les faits d'aller à la fête, etc. Et a, c'est les déitiques, qui est du coup avec la basse l'el. Donc l'ela. Et a, c'est un déitique qui à nouveau est utilisé dans des moments où il y a une conséquence directe des actions. Donc en fait, ce qu'elle est en train de dire, si on analyse l'ela bétique, c'est que c'est tous ces rituels-là qui sont en train de causer comme objet direct le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font exister dans la milpa. Donc en fait, là, l'acteur n'est pas du tout son père, c'est un régime de coactivité. On pourrait parler des régimes de coactivité où on agit en tant qu'humain pour que les esprits gardiens de la forêt agissent également, eux, à l'égard des plantes, à l'égard de la pluie, à l'égard du rythme de croissance des plantes. Et donc, j'aimerais bien commencer à conclure en disant, je pense que, bon, je ne sais pas si vous me direz, il y a, en tout cas, mon intérêt, c'est de démontrer que l'effet de planter n'est pas une action technique masségual. En fait, les masségual, ils ne s'intéressent pas à planter. C'est à quoi ils s'intéressent, c'est à construire les conditions dans lesquelles le maïs va pouvoir se faire exister. Ils ne plantent pas non plus les sabres. Je vous disais, même les piments, ils ne les plantent pas. Ils me disent que les meilleurs piments sont ceux qui poussent tout seuls, qu'il ne faut même pas arroser, qu'il faut les frapper. Même certains disent qu'il faut pisser dessus. Donc en fait, il y a vraiment un désintérêt à l'égard du rôle de l'humain vis-à-vis de cette plante qui est en train de se créer elle-même dans un régime de coactivité avec les non-humains. Et donc, c'est leur conception de l'efficacité, c'est pas l'action de l'humain, c'est l'action des non-humains. C'est l'action de trouver les bons sites, de trouver les bons moments, de se coordonner avec les plantes, de se coordonner avec les animaux, de se coordonner avec les esprits gardiens. L'efficacité, elle n'est pas du côté de l'humain, elle est du côté du non-humain. Mais quand on pense à la sylviculture scientifique, pour la penser comme un ordre d'action technique différent, on va se rendre compte que l'efficacité, elle est définie de façon très différente. En fait, j'arrive. L'efficacité, elle est cherchée du côté des humains. En fait, il faut faire qu'on plante correctement. Les Masséguals vont avoir des indications très claires sur combien de mètres ils doivent laisser entre un arbre d'acajou et un autre, à quel moment ils doivent planter, quel type de plantes ils doivent planter, comment ils doivent préparer les engrais. En fait, là, il n'y a pas du tout un effacement de la gentilité de l'humain et du rôle de l'humain. Il y a l'accent qui est mis là-dessus. Ils me disent qu'il n'y a aucun rituel vis-à-vis de la sylviculture scientifique, si ce n'est offrir un pot de bain aux institutions qui vont autoriser l'extraction des bois.
Donc bon, ça pourrait être intéressant aussi de penser si l'État n'est aussi, d'une certaine façon, une métapersonne, une autre entité cosmique, mais bref, ça c'est une autre discussion. Et donc, s'il n'y a pas d'activité rituelle et que tout repose sur l'humain, mais qu'en fait les Macégois ne sont pas habitués à planter, les ingénieurs doivent trouver des façons de faire des choses aux Macégois, de leur faire des activités techniques, des actions techniques auxquelles ils ne sont pas habitués et auxquelles ils ne s'accordent pas de l'importance. Et donc, c'est obligatoire de participer aux campagnes d'afforestation. C'est obligatoire de pouvoir soi-même faire pousser quelques plantes qu'on va ensuite apporter à la forêt. Après qu'on a fait les coupes des bois, on va devoir les apporter si on veut bénéficier des retombées économiques des programmes de sylviculture durable. C'est obligatoire de participer aux assemblées dans lesquelles on va s'organiser pour voir comment on va se répartir les travails. C'est obligatoire d'aller à la forêt et mener les actions les plus dures, en fait, les activités de travail les plus dures, comme libérer les sentiers pour que les ingénieurs puissent passer à la machette. Donc, en fait, il y a une centralisation du travail, de l'humain, mais c'est un travail qu'on pourrait même, d'une certaine façon, considérer un travail contraint, voire un travail qui ouvre vers la prolétarisation des masses égales dans le cadre des politiques durables. Il y a une transformation d'un paysan qui établit des formes d'entente avec les non-humains vers un travailleur forestier qui doit s'assurer à tout prix que son action marche et qu'elle donne des fruits. Et donc, ce que je trouve très important pour ouvrir la discussion sur la question de la post-colonisation, enfin la post-colonie, c'est les rôles de la technique dans notre société, les rôles que l'anthropologie accorde à la technique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, il y a dans les années 50, dans les années 60, au moment des décolonisations, en fait, il y avait quand même tout un tas de penseurs qui considéraient que la façon de c'est donner des armes, des penseurs même, des penseurs anciennement colonisés, qui s'est donné en fait la tâche de s'armer techniquement pour pouvoir développer son économie, pour pouvoir développer son industrie. Le cas de la Chine est un cas exceptionnellement parlant avec Mao Tse-tung. En fait, c'est des sociétés postcoloniales qui vont se construire autour de la croissance technique et de la croissance technologique. Et en fait, la question que j'aimerais poser depuis l'anthropologie, c'est quels sont les régimes ontologiques, quels sont les présupposés cosmiques que ces formes de techniques mobilisent? Est-ce qu'ils s'accordent une place au non-humain? Est-ce qu'ils s'accordent une place à l'humain? Est-ce qu'ils s'accordent une place à la contrainte? Est-ce qu'ils s'accordent une place à l'entente? Comment est-ce qu'elles s'organisent les mondes? Et comment est-ce qu'elles sont aussi en train de créer les mondes? Et là, pour les personnes qui s'intéressent à la philosophie, bah, je pense directement aux travaux de Simondon, qui parle des milieux associés. En fait, l'action technique, elle n'est pas uniquement une façon de se lier au monde, c'est aussi une façon de produire des mondes, puisque nos options d'action, elles sont délimitées, et aussi puisque notre expérience du monde, elle est véhiculée par l'action qu'on est en train de mener. En fait, c'est l'action technique, elle produit des Umwelt, des mondes vécus. Et juste comme dernière recommandation ou point de réflexion pour commencer à penser cette relation entre décolonisation, colonisation, technique, domination technique, bah, c'est les travaux du philosophe on connaît Juk Uy, qui du coup pose la question en fait, s'il n'existait pas une seule nature, si on habite, tous les peuples du monde habitent des natures différentes, que c'est bah, les réflexions de Philippe Descola. En fait, la nature, c'est une invention occidentale, puisque d'autres peuples du monde, elles ne s'imaginent pas distanciés de cet espace-là, de cette non-humanité-là. Donc, si la nature, elle n'est pas universelle, est-ce que la technique devrait l'être? Est-ce que on doit se limiter à une seule forme de technique? Et donc, bah, je laisse avec cette question et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et du coup, merci beaucoup, José Maria, pour ton intervention qui était vraiment très intéressante et qui permet d'approcher cette question de la postcolonialité, bah, déjà d'une perspective anthropologique et donc empirique aussi, mais également d'une perspective des indigènes. Et du coup, ma première question avant d'ouvrir au public est, dans ta présentation, tu as distingué une perspective latino-américaine d'une perspective des peuples autochtones. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en plus par rapport à ça, s'il y a effectivement une distinction épistémologique?
Ouais, merci pour la question. Donc, et déjà, comme tu as très bien dit, en fait, oui, c'est penser la post-colonie, les rapports au moment post-colonial, depuis la question indigène, mais à mon avis aussi les penser depuis sa matérialité. En fait, je pense qu'un grand enjeu de la pensée décoloniale, voire un des grands points aveugles de la pensée décoloniale, et quand je dis la pensée décoloniale, je parle à Enrique Dussel, Walter Mignolo, etc., dont vous avez probablement parlé lors de la dernière séance. Donc les mouvements de modernidad décoloniale, non? Bon, en tout cas, en fait, l'une des grandes critiques, à mon avis, qu'on peut faire à l'encontre de cette pensée décoloniale-là, c'est qu'elle est désincarnée. C'est-à-dire qu'elle pense la colonialité comme une imposition idéologique de l'ordre des idées, alors qu'en fait, la colonisation, elle est d'abord et avant tout une reconfiguration de notre façon d'interagir avec le monde. Et ça, c'est très simple quand on pense à quel était l'intérêt des puissances coloniales en allant au Mexique, en allant en Afrique, et des puissances impériales également. C'était pas d'échanger la façon que les indigènes avaient dépensé. C'était en fait de pouvoir transformer, par exemple, les forêts mixtes en forêts qu'on pouvait exploiter pour l'extraction minière, qu'on pouvait exploiter pour les monocultures, qu'on pouvait coloniser par les biais des régimes de ce qu'on appelle settler colonialism, donc en fait le fait d'aller vivre sur place, d'exporter des populations blanches pour transformer les modes d'usage de la nature. Donc en fait, pour moi, l'expérience coloniale, elle n'est pas uniquement une expérience intellectuelle. Le fait que moi, je parle espagnol, ou le fait que je sois catholique, ou le fait que je considère, je sais pas, tout un tas d'autres questions qui pourraient être liées à l'ordre des idées. C'est pas uniquement, en fait, ce qui me configure comme sujet postcolonial. Pour moi, ce qui me configure comme sujet postcolonial, c'est que je viens d'une ville qui s'appelle Toluca, qui est l'une des villes les plus polluées du monde. En fait, c'est une région sacrifiée pour l'industrie parce que les Mexique occupent une position subalterne vis-à-vis des États-Unis et qu'on a externalisé la production des voitures sur place et qu'en fait, toute la rivière, elle est polluée et que les personnes ne peuvent plus pêcher. En fait, l'effet postcolonial, c'est un fait corporel, c'est pas uniquement un fait intellectuel. Et d'autant plus que mes interlocuteurs macégois, ils sont catholiques. Peut-être qu'ils sont plus catholiques que moi, mais l'effet qu'ils maintiennent un régime d'interaction avec la nature qui leur est propre, fait même qu'ils sont en train de hybrider les figures catholiques pour leurs propres objectifs. En fait, si un prêtre catholique allait voir les rituels qu'ils s'organisent pour faire amener la pluie, et qu'ils voient que c'est Saint Juan Bautiste à qui on demande ça, ben en fait, c'est pas le catholicisme. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on est une population qu'on a incorporé des codes intellectuels coloniaux ou la langue du colonisateur qu'on a des rapports au monde qui sont coloniales ou uniquement coloniales. Donc, ça, je pense que la première enjeu, c'est de remettre la question matérielle au centre de notre discussion et je continue parce qu'en fait aussi, il faut penser que l'expérience de la domination coloniale est une expérience infrastructurelle. En fait, les Espagnols sur place, dans la période coloniale, ils étaient une centaine de milliers, ils n'étaient pas du tout très nombreux. Mais en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à faire des églises auxquelles il fallait que les indigènes aillent à un certain moment et qu'il fallait qu'il se fasse des signes de la croix en face de chaque croix qu'il y avait dans la rue, etc., etc. C'est une reconfiguration de l'habitus, en fait. C'est pas une domination par les idées qui a eu lieu. En tout cas, c'est ma perspective. Et donc, pour revenir à ta question, je pense en fait que les risques de penser la colonialité comme un fait intellectuel nous fait donc prendre des positions qui sont en elles-mêmes intellectuelles. Et donc, quand moi, il y a des personnes qui me parlent des Abya Yala, pour ne pas dire Amérique latine, bah, Abya Yala, c'est un terme qui est très situé dans son histoire matérielle, intellectuelle, linguistique particulière, et c'est pas celle de mes interlocuteurs, en fait. Mes interlocuteurs, ils sont pas mayas, ils sont pas indigènes.
aucun indigène au Mexique est indigène. En fait, les indigènes, ils se reconnaissent pas comme indigènes. L'indigénité, c'est une construction coloniale et liée à l'État-nation ensuite pour gérer l'altérité. Mais en fait, moi, mes interlocuteurs, ils se reconnaissent comme des personnes qui font la milpa, qui font du col, des personnes qui utilisent les machettes, des personnes qui parlent les mayas. Donc, en fait, la volonté de créer des catégories qui vont toutes incorporer dedans, comme l'Amérique latine, mais comme la critique aussi de dire ah, Yala, pour moi, en fait, c'est précisément refaire cette habitude coloniale qui est celle de gommer la différence pour parler dans l'abstraction. Donc, moi, je préfère de parler des histoires qui sont très situées. Et bien sûr qu'il y a des points de contact et des points de discussion avec d'autres histoires. Enfin, la foresterie, elle existe partout, la domination coloniale existe partout, mais je pense qu'il faut la penser depuis les termes et les expériences qui sont situées. Merci. Et justement, alors, comment, disons, dans quelle mesure ces pratiques et ces politiques de foresterie durable qui se veulent écologistes, euh, dans le cas situé du Quintana Roo, finissent pour être en quelque sorte une nouvelle forme de colonialisme verte et donc à reproduire des logiques coloniales, euh, mais sous des formes différentes. En fait, moi, c'est une question que je me pose même aujourd'hui. Euh, Définir l'effet colonial. Comment on peut définir déjà l'effet colonial? Il y a un terme que Descola utilise, Descola, un anthropologue de la nature, qui est pas la personne, enfin, qui est pas l'auteur le plus politisé du monde. Même l'une des grandes critiques envers l'anthropologie, c'est qu'elle est très peu politisée, qu'elle parle très peu de la question du pouvoir, etc. Bon, il y a des changements, mais Descola, il utilise un terme il utilise très peu, mais que j'aime bien, qu'il parle des encastrements. Et donc, il dit qu'une population, elle est encastrée quand elle habite un territoire dont les règles d'usage sont fixées par une autre population. Et pour moi, ça, c'est l'effet colonial, en fait. C'est l'effet que l'autonomie d'interagir avec le monde, elle soit limitée et elle soit, en fait, euh, accumulée par un groupe qui, en plus, par ailleurs, s'identifie à travers des critères ethniques qui sont évidemment euphémisés. Et donc, en fait, pour moi, la situation d'encastrement décrit très bien l'effet colonial qu'éprouvent ces populations-là, mais pas uniquement. Et je pense que ça aussi, ça permet de beaucoup, de même penser la colonialité en France. Par exemple, cette notion d'encastrement, il y a un anthropologue qui s'appelle Lise Foisneau, qui travaille à Aix-Marseille et qui travaille sur les populations roms. Les populations roms qui, en fait, ne peuvent pas vivre de façon autonome en France, alors que cette population est européenne. Et qu'a priori, en Union européenne, on peut se déplacer librement quand on est européen. Et en fait, à qui on dit où est-ce qu'elles doivent vivre? En caravane, dans telle aire d'autoroute, c'est des espaces hyper pollués, à côté des aéroports, etc., etc. Donc en fait, moi je pense que penser l'encastrement, donc penser la perte d'autonomie dans notre rapport au monde, ça permet de penser les rapports coloniaux de façon très décentrée et presque aussi qui nous amène à des réflexions un peu inquiétantes. Euh, mais ce qui est très intéressant dans la question de l'écologie, donc, c'est qu'en fait, il y a une évolution intellectuelle qui s'est opérée au cours des dernières années concernant la place des indigènes. J'utilise le terme indigène aussi a priori dans un contexte français. En fait, la place de l'indigène, avant, l'indigène, il était considéré comme une population qui détruisait la nature. Donc, en fait, quand il y a la colonisation impériale de l'Afrique, ça, c'est Guillaume Blanc. C'est un historien à Rennes qui a fait de très bons travaux là-dessus. Les gentlemen britanniques, ils considèrent qu'en fait, l'homme africain, l'humain africain, est en train de détruire la forêt parce qu'il fait certains types de pratiques productives qui utilisent les feux. Par exemple, l'incendie, l'effet de brûler des choses, c'est quelque chose que la pensée scientifique occidentale a très longtemps considéré comme
vraiment à éviter dans des espaces naturels. Et donc, les 19e et les 20e siècles, c'est une époque où la description des indigènes passe par une critique de leurs effets, des effets de leurs pratiques sur le monde. Et donc, on considère qu'il faut faire des parcs naturels, il faut faire des parcs nationaux, qu'il faut les expulser des forêts. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est là aussi, je pense qu'on peut penser la catégorie d'indigènes de façon plus large, c'est que c'est les mêmes processus qui ont eu lieu en Europe euh, dans le 18e et dans le 19e siècle. En fait, Marx, il s'est rendu célèbre, les jeunes Marx, en écrivant contre les lois qui transformaient les glanages des bois en vol. Bah, dans le 19e siècle, dans l'Empire prussien, dans les royaumes prussiens, on commençait à expérimenter avec la foresterie et on considérait que les indigènes de ces espaces-là, donc les paysans, étaient en train, par exemple, de détruire les ressources forestières qui devraient plutôt être utilisées pour l'industrie. Donc, on part de cette époque-là, de cette conception de l'indigénat, à une évolution contemporaine très intéressante, puisqu'en fait, on détourne la question et on va plutôt mettre en avant les rapports harmonieux que l'indigène a avec la forêt et avec ses écosystèmes. Or, ces rapports harmonieux doivent s'exprimer dans les cadres des projets fixés par la lutte contre les changements climatiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que de la même façon qu'à l'époque de Marx, on disait aux indigènes européens, ne détruisez pas la forêt puisque vous êtes en train de porter atteinte à la communauté nationale, à l'industrie, au futur de vos enfants, etc., etc. Donc en fait, on était en train de coloniser les temps présents, les pratiques du présent par un futur abstrait. De la même façon, aujourd'hui, en fait, il faut que l'indigène il soit écologique, mais pour le bien-être de l'humanité tout entière, pas pour son bien-être à lui. En fait, si l'indigène, pour être bien, il voudrait brûler pour s'aimer, etc., ça, il faut quand même qu'il ne fasse pas. Il faut plutôt qu'il conserve pour qu'ensuite on puisse faire des crédits carbone et donc commercialiser son rapport harmonieux à la nature pour qu'en Europe, on puisse continuer à polluer, mais que quand on va faire les tableaux Excel de la Coupe du Monde au Qatar, on va dire qu'en fait c'était carbone neutral. Bah, en fait, c'est ça qui est en train de se produire, qu'on est en train d'évoluer d'un indigène nocif à un indigène positif, mais qui est uniquement positif lorsqu'il poursuit les mêmes buts qu'une humanité abstraite, globale, qui n'est pas forcément celle à laquelle il a l'impression de participer. Merci. Je vais probablement ouvrir la discussion avec le public si le public a des questions. Du coup, Il nous reste n'hésitez le pas. temps pour une ou deux questions. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Vas-y. Sinon, moi, je veux bien profiter du fait que j'ai le microphone avec moi. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup de questions, mais je voudrais me cerner sur une question très spécifique. Tu as parlé du fait que l'identité macéwale s'est fondée sur la pratique, sur l'idée de quelques pratiques. Alors, moi, je me demande si alors l'identité macéwale, c'est en quelque sorte mobile. Si on peut cesser d'être macéwal, ou si on peut devenir macéwal, ou si par exemple les fils de Doña Elena, et Doña Elena, ils sont plus macéwal par le fait qu'ils connaissent plus les prières, qu'ils sont plus les mêmes pratiques. Ouais, merci. C'est une question que je me pose beaucoup parce qu'en fait, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on peut devenir macéwal. Et ça, c'est aussi un fait. Bah, on voit quand on a accès à des récits de l'époque coloniale, on le sait, même dans cette région du Yucatan, il y a eu des Espagnols qui sont arrivés depuis Cuba avant Hernán Cortés. Et l'un d'entre eux est devenu maya. En fait, il a appris les mayas, il s'est marié avec une personne maya, il a fait de l'agriculture comme les mayas, etc. Et en fait, il y a tout un tas de récits des personnes qui ont aujourd'hui
traverser les mêmes processus de devenir masségual. En fait, c'est un espace où il y a beaucoup de mélange. Tu as des populations afro-américaines, afro-mexicaines, comme je disais, qui sont devenues masséguales, qui sont considérées masséguales comme les autres. Tu as aussi même des gens qui ont des... On me dit, ouais, en fait, ses ancêtres étaient mexicains, étaient espagnols, même on dit, mais il est masségual comme nous, etc. Et même en tant qu'anthropologue, tu peux devenir masségual. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et ça c'est très proche, mais avec des différences avec d'autres peuples autochtones de l'Amérique du Sud, c'est qu'en fait, l'identité, euh, elle est une question de consubstantialité, c'est-à-dire de partager des substances et de partager d'activités. Alors que, en fait, c'est une identité qui est d'une certaine façon humaniste et très universelle. En fait, on peut tous prétendre à cette identité. Alors que, bon, il y a d'autres formes d'identité en lien avec des identités nationales, etc. Ici, bah, ça fait partie d'un discours de l'extrême droite, l'effet qu'en fait, même si tu deviens français, tu n'es pas français vraiment. Et les maires des Saint-Denis, il n'est pas français, par exemple. Alors que, bon. En fait, les Masségual, ils seraient complètement d'accord. Si les maires des Saint-Denis allaient vivre 300 avec eux, ils seraient Masségual. Tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment un rapport à l'identité qui est hyper souple et hyper large, mais qui passe par l'action et par les partages des substances, comme les maïs. Et il y a un terme très particulier à la pensée masségual qui est celui des souk, qui veut dire c'est habitué. Et en fait, c'est un terme qu'on utilise pour dire que quelqu'un est habitué à quelque chose, qu'un animal est habitué à quelque chose, qu'un non-humain, un esprit gardien est habitué à quelque chose. Et en fait, ce fait d'être habitué aux choses, c'est ce qui marque ton identité pour les Macédoines. Donc, en fait, quelqu'un qui est habitué à travailler, c'est un Macédoine. Donc, en fait, aussi, quand moi je venais d'arriver, on me disait tout le temps, en fait, c'est parce que tu n'es pas habitué. En fait. Ton corps, il n'est pas habitué. Il y a une différence aussi qui s'exprime beaucoup plus par les corps que par l'intériorité. Et du coup, les corps, ils peuvent s'y habituer. Mais donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les corps, ils peuvent se déshabituer également? Euh, Quand on pense aux Mayas, on pense toujours à cette histoire archéologique qui de plus en plus est mise en question, qui est l'idée de la disparition des Mayas. Et en général, quand on pense aux peuples autochtones, il y a cette grande inquiétude de leur possibilité de disparaître. En fait, est-ce que c'est la langue, c'est la perte de la langue qui leur ferait disparaître? Est-ce que c'est la perte de leur espace de vie qui leur ferait disparaître, qui ferait disparaître cette population, ces populations-là? Est-ce que c'est l'effet d'aller en ville? Parce que ça, c'est aussi un grand enjeu. Les Masségual, ils considèrent la ville comme un espace où on va se perdre, en fait, où on va, mais se perdre de façon existentielle, dans le sens que on va par exemple commencer à boire de l'alcool, du coup on va plus de tout s'intéresser à revenir au village, on va préférer dépenser son argent dans l'alcool plutôt qu'à organiser des festivités, on va aussi tromper sa femme, oublier ses enfants, etc. Donc, en fait, c'est des lieux où les personnes qui vont vers là-bas vont aussi se donner une identité non masséguale, ou en tout cas, c'est les reproches qu'on fait à l'égard de ces personnes-là. Ils disent, lui, il ne veut plus parler maya. En fait, regarde, il ne veut plus parler alors que il vient d'ici, etc. Il ne veut plus parler. Donc, précisément, je pense que c'est une question ethnographique très ouverte. En fait, quel est, d'un point de vue masségual, la fin de l'identité masséguale, en fait, pour pas dire, nous, en tant qu'anthropologues, ah, c'est l'effet de plus parler la langue. Parce que quelqu'un qui parle pas la langue, mais qui participe énormément à toute cette idée de festivité, qui participe à l'agriculture, bah, moi, je considère que ça peut être une personne masséguale. Euh, mais il y a aussi, je pense, et c'est une préoccupation aussi qui est très intéressante du point de vue occidental, en fait, il y a une grande préoccupation avec la diversité et la perte de la diversité. Alors que chez beaucoup de peuples amérindiens, quand moi je leur pose la question, par exemple, est-ce que si vous chassez trop, il y a plus des... Quand moi je pose cette question aux Masségual, mais c'est vu dans d'autres peuples, tout leur demande, est-ce que vous chassez trop, il y aura plus des gibiers? On dit non, en fait, les gibiers, il va ailleurs. En fait, la pensée de l'extension, de la finitude, n'est pas une pensée qui inquiète énormément les populations autochtones. En tout cas, dans ces contextes et dans d'autres contextes, certains mésoaméricanistes, donc des anthropologues qui ont travaillé sur la Mésoamérique, ou même Eduardo Viveiros de Castro qui a travaillé au Brésil,
Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, les indigènes ont déjà disparu beaucoup de fois. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de penser que les indigènes avec lesquels on est en train de faire du terrain aujourd'hui, même c'était d'une certaine façon, on pourrait se poser la question de si c'est les héritiers des indigènes qui ont construit les pyramides. Eux, ils ne considèrent pas. Eux, ils ne considèrent pas du tout que c'est leurs héritiers. Donc, en fait, il y a eu déjà plusieurs moments de disparition, que ce soit par la colonisation et même à leur époque préhispanique, même avant l'époque préhispanique, c'était un moment aussi très hiérarchique, où bah, il y avait des élites, il y avait de la violence, il y avait des formes d'exploitation, etc. Donc, tu avais aussi déjà une classe subalterne à cette époque-là, et peut-être c'est cette classe subalterne qui a survécu plutôt que les élites, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour eux, ils ont déjà traversé tout un tas d'extensions. Donc en fait, la question de est-ce que c'est la fin, c'est pas vraiment très propre à leur pensée. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut conclure cette séance. Merci beaucoup, José Maria, pour ton intervention. Merci beaucoup au public. J'en profite pour vous inviter à la troisième et dernière séance de ce cycle de conférences, jeudi prochain. Euh, du coup, venez nombreux et merci encore. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de notre cycle de conférences sur les études postcoloniales depuis l'Amérique latine. Comme dit en introduction, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être au courant de notre actualité et à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé. Dans le dernier podcast consacré à ce cycle, nous nous concentrerons sur le cinéma et les enjeux de traduction avec Madame Mélusine O'Connor et Vendry Tessier, tous deux doctorants respectivement à Sorbonne Université et Sorbonne Nouvelle Paris 3. Je vous dis donc à bientôt.